Jérémy Huet, moi je suis l'ancien président de la Maison de l'Architecture, du coup qui a été transmis à Gauthier et à Benjamin. Et du coup, il y a 10 ans, avec la Maison de l'Architecture, on avait travaillé avec toute l'équipe sur la réactivation lors d'un week-end de l'usine Rubanox. Et du coup, 10 ans après, on s'est dit que ça pourrait être opportun de pouvoir reparler de ce sujet. Et on a créé en début d'année une association qui s'appelle les Halles du Stade et qui est issue d'un collectif d'habitants, de socioprofessionnels, de professionnels qui ont un attachement particulier à ce lieu. Et on a répondu en 2024 à l'appel à projet qui avait été lancé par la ville pour pouvoir poser sur le papier des utopies ou des visions qu'on pouvait avoir sur ce site. Et du coup, le rapprochement entre les deux associations s'est fait logiquement pour pouvoir refaire un débat comme on fait tous les 6 ans, mais en positionnant cette année une thématique plus particulière sur un site à Fort-Anjou. Juste avant de rentrer dans le détail, tout le monde sûrement connaît Rubanox, mais c'est environ 4 hectares dans le centre de Chambéry aujourd'hui, avec le quartier Vitrotex au nord, des quartiers d'équipement au sud, et puis entouré de quartiers résidentiels, un secteur bien sûr stratégique. On avait refait il y a une dizaine d'années tout un travail sur l'histoire. Vous verrez en continu, il y a un film qui tourne qu'on avait retrouvé sur l'histoire du lieu, sur la construction de l'usine au début du XXe siècle, puisqu'on avait fait tout un travail avec l'IHA, l'Institut pour l'histoire de l'aluminium. Donc voilà, toute cette idée aussi de travailler sur l'histoire du lieu, s'inspirer de ces lieux qui ont beaucoup d'histoire et de les respecter dans leurs futurs aménagements. Cet événement qu'on avait fait avec la Maison de l'Architecture, c'était un week-end à l'usine, qui permettait de battre le cœur de cette usine qui s'était arrêtée en 2011. On avait proposé vraiment une approche très frugale de la manière d'occuper ces lieux, on avait eu la confiance à l'époque de la municipalité pour pouvoir se réapproprier ce lieu le temps d'un week-end, et on avait pu, de manière très sobre, très économique, l'activer pour pouvoir donner des possibles de ce qui pouvait être. Donc bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux et de vous intéresser à ce qui se passe dans la ville et à cet intérêt démocratique et au beau site de Rubanox. De notre côté, on a eu comme premier avis un sentiment de gâchis. Parce que Rubanox, ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans qu'il ne se passe plus rien, que directement l'usine a fermé. Alors, il y a eu un petit peu de travail qui a été fait sur le site quand même, voilà. Mais on a un site au cœur de la ville, directement, juste à côté de la piscine, juste à côté du stade, juste à côté d'un nouveau quartier qui pour l'instant ne sert à rien. Donc, notre premier avis, c'est qu'effectivement, ce site, on doit essayer de le rendre vivant, on doit essayer d'en faire une forme de cœur de ville, directement, qui puisse irriguer. Donc, on a une vision à court terme, qui est une logique de transparence, d'état des lieux et de démocratie. C'est-à-dire que nous, on a discuté avec pas mal d'associations, directement de l'économie sociale et solidaire, et le retour qu'on en a, c'est qu'on leur a posé plein de questions, mais ils n'ont aucune idée de où ça en est. Donc notre premier retour, ce sera effectivement de faire un état des lieux, de faire une logique de transparence, parce que je ne vais pas m'inventer architecte, je ne vais pas m'inventer professionnel du sujet directement. La première chose à faire, c'est d'être humble et d'écouter ce qui se passe, d'écouter ce qui a déjà été fait. Il y a des appels à projets qui ont été portés, qui doivent normalement être rendus au 27 janvier, enfin 27 février, excusez-moi. La première chose à faire, c'est de voir quel est le travail qui a été fait en amont. Même si je porte de très nombreuses critiques à la municipalité de M. Repentin et que j'aurais sûrement beaucoup d'envie de changer des choses, je pense que la première chose à faire, ça va être de voir l'état des lieux de ce qui a été fait et de voir ensuite ce qu'en pense la population. C'est là où on arrive à une logique démocratique. Pour ceux qui ont suivi un petit peu ce que l'on porte, on porte des logiques de RIC, on porte des logiques d'élus directement qui doivent rendre des comptes, des délais qui sont révocables. Pour moi, ce projet-là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il est important que la population puisse donner son avis, puisse essayer d'être éclairée. Et le travail qui est fait ce soir, pour moi, va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'effectivement, vouloir faire un débat sur l'avenir de Rubanox, c'est essayer de lever un petit peu le voile sur l'avenir des Chambériens et des Chambériennes. Donc moi, c'est quelque chose vers lequel je veux aller. Donc, qu'est-ce qu'on fait à moyen terme?
qu'est-ce qu'on va avoir comme vision, qu'est-ce que nous on voit et comment on le voit. On a un exemple de tiers-lieu qui nous paraît assez parlant, qui est à Grenoble, qui s'appelle la Bifurque. C'est un lieu qui va à la fois associer des associations effectivement de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc il y a un véritable enjeu actuellement autour de l'article 52 de la loi AGEC. Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a une volonté de l'État directement que les collectivités dans la commande publique utilisent de plus en plus des choses qui sont réutilisées, du réemploi. Et c'est un véritable enjeu écologique que l'on a. Donc pour nous, se positionner là-dessus, pour faire vivre le site, avoir une logique directement de travail, c'est quelque chose qui nous paraît très pertinent, c'est quelque chose qui est déjà porté par Grand Chambéry et sur lequel on va être intéressé de voir les détails, voilà, mais avec lequel politiquement on est tout à fait en accord. En parallèle de ça, notre projet, il y a une volonté de gymnase qui est faite, il y a une volonté de travail sur le sport. Donc on parle toujours du Hall Sud, pour ceux qui... du Hall Sud, du Nord. Du Hall Sud ? Du Hall Nord, merci, j'avais un doute. Voilà, du Hall Nord, donc c'est le plus petit des deux halls. Donc il y a tout un travail effectivement qui est porté autour du sport. La question principale, c'est qu'est-ce que l'on va faire au Hall Sud ? Dans le Hall Sud, pour nous, il y a une volonté de travail culturel directement, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir faire vivre le site, de pouvoir avoir des flux qui existent, on va dire, au fil de l'année, directement, donc de l'événementiel culturel, un travail directement commercial, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des lieux de vie comme des bars, directement. Il va y avoir tout un travail intéressant à faire sur une partie du site pour des logiques de pratique sportive. On a le stade qui est juste à côté, on a la piscine qui est à côté, on peut faire un pôle effectivement sportif complet. Il y a une logique avec le nouveau quartier qui sort de terre à Vitrotex, où on va avoir énormément de gens, par exemple il y a beaucoup d'habitats qui sont pensés pour des personnes âgées, des personnes qui vont avoir des soucis de santé, donc avoir effectivement une maison de la santé sur le site, c'est quelque chose qui pour nous a du sens. Mais on en revient au fait que une partie du travail est déjà engagée. Et donc, il va falloir voir qu'est-ce qui a été pensé, qu'est-ce qui a été mis en place et comment est-ce qu'on peut le modifier. Voilà, c'est là où effectivement on rejoint les logiques de transparence et de démocratie et où je regrette profondément que malheureusement on n'ait pas plus d'informations sur l'avancée directement des engagements qui sont déjà pris par la municipalité. Sur le long terme, c'est quelle vision on a en fait pour Chambéry, quelle vision on a pour le site, quel rayonnement est-ce qu'on veut avoir. Nous, on a une logique de rayonnement culturel, donc on veut que ce soit un site qui soit vivant, on veut un site qui puisse accueillir directement des familles, qui puisse accueillir l'ensemble des Chambériens, qui reste accessible. Voilà, on ne veut pas quelque chose qui se tourne vers l'élitisme, on veut quelque chose qui puisse permettre des logiques d'innovation sociale et culturelle, c'est-à-dire qu'on veut pousser des logiques de réinsertion. C'est-à-dire qu'en mettant en place des logiques d'économie sociale et solidaire, on peut faire de la réinsertion par l'emploi directement. On a une volonté de porter des logiques de territoire zéro chômeur, ça se fait tout simplement en permettant d'avoir des entreprises à but d'emploi et l'économie sociale et solidaire portée par des associations nous paraît tout à fait adaptée à ce genre de choses. De la même façon, on est aussi sur des logiques de réinsertion par le sport. Voilà, puisqu'on est en train d'avoir un site qui se destine potentiellement au sport avec le stade, la piscine, le gymnase qui est déjà là, pousser effectivement cette dynamique, pour nous, a du sens. Et c'est surtout quelque chose qu'on veut porter à Chambéry directement, c'est-à-dire avoir quelque chose qui ne laisse pas une partie de la population de côté et qui permette à tout le monde de se retrouver sur ce site et de pouvoir le faire vivre et de s'y sentir bien. Bonjour à toutes et tous. Alors, on est ravis de venir discuter autour de Rubenox parce que c'est un lieu qu'on trouve vraiment intéressant, sur lequel on a eu l'occasion de travailler pendant le mandat écoulé. Et du coup, on est ravis de pouvoir entendre aussi toutes les idées qui peuvent émerger sur ce site. Alors, pour nous, déjà, ce site, il a vraiment une histoire qui doit être mise en valeur. On a une volonté importante de pouvoir préserver ce patrimoine industriel. Cette usine d'aluminium où il y a des gens qui ont travaillé, où il est important de garder la mémoire de ce lieu qui fait vraiment partie de l'histoire de Chambéry.
C'est pas évident à faire. On a à côté Vetrotex où on avait une usine de verre textile qui n'a pas été conservée. Alors dans le mandat écoulé sous l'impulsion de Sophie Bourgade, on a souhaité commémorer ce bassin industriel en nommant la place des ouvrières italiennes de l'usine Pilotase à Vetrotex. Mais ça a vraiment du sens de pouvoir commémorer ces lieux. En plus, ce site a vraiment un patrimoine de bonne qualité avec des structures béton un peu audacieuses, qualitatives. Et ça remplit pleinement l'objectif d'urbanisme circulaire, de pouvoir transformer, reconfigurer plutôt que de détruire et reconstruire, de recycler l'espace au lieu d'artificialiser davantage. Pour nous, ce projet, il doit aussi vraiment s'intégrer dans la ville. Alors, il est idéalement situé à proximité du centre-ville. Donc il est très bien desservi, il faut trouver l'équilibre en étant vigilant à pouvoir être attractif mais sans congestionner le secteur. Il est à proximité de la ZAC du Grand Verger, donc il faut être en lien aussi, avoir une complémentarité avec les activités sur ces deux sites. Le site il doit être vraiment ouvert sur le quartier. C'est intéressant, on peut faire le pendant avec Curial, qui est une ancienne caserne militaire dédiée actuellement à la culture, qui peut être vue un peu fermée. Et là, on a le pendant industriel avec une ancienne usine qu'on veut vraiment ouverte, avec des activités plutôt du quotidien, des activités en lien avec le sport, avec l'économie circulaire, où on peut venir faire nos courses quotidiennement. Et ça a du coup créé un équilibre aussi à Chambéry entre culture, activité quotidienne. Maintenant, comment on imagine ce projet? Et je vais laisser la parole à Martin. Merci beaucoup. Donc oui, rapidement revenir sur la situation du projet, puisqu'en fait, en réalité, nous, notre objectif de façon générale, c'est de faire des propositions qui soient concrètes et qui soient réalisables. Donc il y a un existant qui est là aujourd'hui, comment on en tire le meilleur? Donc il y a eu au cours de ce mandat une véritable étude de programmation qui a été lancée avec un groupement d'AMO qui était piloté par un certain nombre d'élus, dont l'élu et architecte Daniel Boucher, qui faisait partie de notre équipe. Ça a permis plusieurs phases de consultation avec des porteurs de projets du territoire au niveau national et de faire émerger un certain nombre de propositions, d'idées qui pouvaient être réutilisées. Alors, effectivement, ça a été dit juste avant, il y a eu un pilotage qui était relativement restreint de ce projet. C'est peut-être lié à la complexité du montage, vous l'aurez compris, il y a Cristal Habitat qui est propriétaire du lieu, la ville, Grand Chambéry qui sont intégrés dedans. Ça a permis de faire émerger des propositions qui sont intéressantes, mais qui sont en fait trop peu connues et trop peu partagées avec les habitants, en particulier les riverains, et on le voit aujourd'hui, mais aussi avec les acteurs du territoire. Je ne vais pas faire le détail du projet actuel, mais en gros, l'idée telle qu'elle est proposée aujourd'hui, et vous l'avez vu si vous avez lu l'AMI, c'est d'avoir sur la Halle Nord un projet plutôt d'équipement public, avec le pôle d'économie circulaire sur lequel Marie reviendra, qui est un projet qui est mature, qui aurait même d'ailleurs pu sortir plus tôt, entre parenthèses, et un projet de gymnase sur la Halle Sud, sur la Halle Nord, qui est envisageable, mais qui pourrait aussi éventuellement être envisagé ailleurs. Il y a l'idée depuis longtemps de reconstruire, par exemple, un gymnase sur le site de Pierrecotte, neuf, avec une promotion autour. Et sur la Halle Sud, on a ce fameux projet de tiers-lieu, donc pour lequel l'AMI est en cours. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette AMI laisse de nombreuses portes ouvertes aujourd'hui. On espère que les acteurs du territoire vont s'en servir, avec un concept de tiers-lieu, de transition, donc quelque chose qu'on a plutôt encouragé, qui nous plaisait, même si ça a pu être critiqué comme un peu fourre-tout, puisqu'on y retrouve des idées qui sont toutes très sympathiques sur le papier. Un food court, du coworking, du sport autour de l'escalade, du sport indoor, de la culture. Et pour finir ce rapide panorama, le projet envisage l'implantation de logements qui est intéressant pour l'équilibre de l'opération, mais aussi pour des raisons liées à l'artificialisation, et ça on y reviendra je pense dans les questions qui nous sont posées après. Donc nous, le point de vigilance qu'on a à ce stade du lancement de l'AMI, c'est de ne pas copier un modèle, moi que j'appellerais un peu année 2010, marketing territorial, marque fancy, vous voyez, le truc un petit peu déconnecté des forces et des atouts réels du territoire, de copier en fait ce qui est à la mode ailleurs sans réfléchir à ce qui est vraiment la force de notre territoire. Au-delà de ces partis pris programmatiques, en fait, donc je l'ai dit,
On essaye parfois de concilier des choses un petit peu compatibles dans ce projet. On met aussi un point de vigilance dans la suite, mais encore tout cela est à construire, sur un montage juridique qui est envisagé, qui est assez complexe. Je ne sais pas si vous avez lu ou suivi en détail le conseil municipal de décembre, où l'équipe sortante a proposé le projet. Vous avez 4 niveaux décisionnels en fait, entre la ville, les élus au suffrage universel et les porteurs de projets. Donc c'est un modèle, moi, que je ne critique pas. Il est intéressant à certains niveaux, il permet de maximiser les cofinancements nationaux, notamment. Il est très optimisé, en fait, techniquement. Il faut avoir une vigilance dans la suite, et c'est ce que nous essaierons de faire, de garder la dimension humaine de ce projet. Puisque, en fait, et ça c'est plus globalement dans le projet de Chambéry est à vous, on pousse la création de tiers-lieux avec une vision de tiers-lieux sobre, en réalité. Avec une forme en fait d'autogestion, pourquoi pas d'autoconstruction par les habitants, par les usagers, par les associations qui vont les occuper. Alors Rubanox, vous l'aurez compris, et là je parle surtout de la Sud, par son ampleur et l'état d'avancement du projet, ça s'y prête plus totalement. Mais on peut quand même travailler dans le cadre de l'AMI à aménager des espaces, des moments, des choses plus spontanées. D'ailleurs, on aurait pu intégrer en fait le mot sobriété qui n'apparaît pas aujourd'hui dans l'AMI pour la suite. Et enfin, un point extrêmement important, c'est évidemment le dialogue avec les habitants et surtout les riverains, qui est au cœur de notre démarche de manière générale et qui a été un petit peu insuffisant jusqu'à présent. Si on veut faire de Rubanox un vrai tiers-lieu et pas sur le papier, alors certes, il y a des AMI, il y a des concours, c'est intéressant, mais c'est surtout, il faut embarquer les habitants, les acteurs sur un projet de quartier, sur un projet de ville. Donc on a démarré effectivement sur ce mandat, on a fait, si je peux dire, les étapes préliminaires, les études techniques qui ont été faites et elles ont été bien faites. Maintenant, il faut passer à la réalisation du projet. Il n'y a pas forcément d'ailleurs d'urgence dessus. On peut prendre le temps du dialogue et de la réflexion. Et on a justement un petit exemple qu'on voudrait vous illustrer sur la méthode telle qu'on la voit et qu'on aimerait continuer. C'est un projet qui est déjà en cours et qui est très lié à l'Urbanox, puisque c'est le projet du pôle d'économie circulaire que Marie Bénévise connaît un petit peu. Donc en effet, ce projet de pôle d'économie circulaire, moi j'ai eu la chance de travailler dessus en tant que vice-présidente de Grand Chambéry en charge de l'économie circulaire. Donc c'était vraiment un dossier qui m'a animée pendant le mandat et qui me passionne, sur lequel on travaille depuis 4 ans. Et pour lequel, alors ça a été dit par Gaël, les acteurs de l'économie, particulièrement de l'économie sociale et solidaire, mais pas que, tous les acteurs qui ont une volonté de transformer nos modèles économiques d'aujourd'hui, qui est une économie linéaire, à une économie circulaire, tous ceux qui se retrouvaient dans ces projets sont venus réfléchir avec nous à comment faire ce pôle de l'économie circulaire. Donc on a eu plus de 80 acteurs du territoire qui sont venus réfléchir, qui ont répondu à des questionnaires, mais pas que, qui ont été associés aux discussions, aux projets. Et au-delà des acteurs économiques, c'est aussi un travail qui a été fait avec les services de Grand Chambéry, et pas que le service déchets qui pilote un peu de ce projet, mais aussi les services urbains, activités commerciales, tourisme, sport. On a travaillé largement, que ce soit avec les agents et avec les élus, pour essayer de faire émerger le meilleur projet possible, en partant déjà des besoins. L'expression des besoins nous a montré qu'en fait, il y avait des besoins de surface commerciale. Aujourd'hui, si on veut faire du réemploi, si on veut revendre des objets de seconde main et donner envie d'acheter, on a besoin d'espaces qui soient un peu mutualisés en termes de marketing, de commercialisation, d'avoir des lieux qui donnent envie. Et de pouvoir, quand on vient faire ses courses, de pouvoir trouver tous les types d'objets qu'on veut acheter, c'est-à-dire d'avoir un magasin de meubles, un magasin de jeux, jouets, d'articles de sport et loisirs. Et ça existe ailleurs en Europe, ces centres commerciaux de l'économie circulaire. Et on voit qu'à Chambéry, on a les moyens de le faire puisqu'on a les acteurs présents pour pouvoir fournir. On a la matière, clairement, on a la quantité de déchets disponibles, genre d'objets disponibles, on a les acteurs. Et donc ces enquêtes ont permis de faire émerger un besoin de 10 000 m² pour répondre à ces besoins de surface de commerce, de surface de réparation, d'ateliers et des surfaces autres, type alimentation, qui pourrait être l'alimentation anti-gaspi comme on peut voir ailleurs en France. Donc 10 000 m², c'est beaucoup plus grand que ce qui est disponible sur Rubanox. Mais on doit maintenant travailler sur quels acteurs, à quel endroit, comment aménager le site pour qu'un maximum d'acteurs
puisse tenir dans ce projet. Donc oui, en effet, les acteurs pour l'instant sont un peu dans les starting blocks. Ils attendent que le projet puisse aboutir, mais au niveau de Grand Chambéry, le budget est là, ça a été mis au budget d'investissement pour pouvoir, dès que les décisions seront prises, pouvoir faire les travaux et aménager ce site pour avoir un vrai pôle de l'économie circulaire à Chambéry. Merci. On va manger un petit peu sur notre temps de questions pour finir du coup. Donc juste pour conclure, Rubanox, ça nous paraît un bon exemple en fait de l'ambition accrue qu'on aimerait amener sur le prochain mandat, avec tout d'abord une véritable co-construction des projets avec toutes les parties prenantes, donc les riverains qui s'interrogent naturellement dans un quartier qui est en pleine évolution. On peut envisager de renouveler les formes d'aller vers, en fait, au-delà des concertations un peu traditionnelles. Peut-être certaines et certains d'entre vous avaient participé à l'exposition qu'a montée Claire Plateau de notre équipe sur le PLU IHD pour faire comprendre les enjeux d'urbanisme aux habitants, qui était une belle réussite. On pourrait envisager de faire des ateliers, par exemple dans le périscolaire, avec les enfants de l'école voisine pour travailler sur le futur de la ville. Il y a plein de choses à imaginer. On est d'ailleurs ravis que le débat de ce soir soit co-animé avec l'association des riverains, les Halles du Stade, qui sera naturellement associé au futur des réflexions, comme tous les collectifs de quartier. Le deuxième aspect, c'est de vraiment travailler un projet véritablement écologique, en acceptant d'aller potentiellement plus lentement, de travailler le réemploi. Je l'ai évoqué, la co-construction par les acteurs et les usagers, sur le modèle, peut-être connaissez-vous, du percolateur à Barbera, ou encore du hangar zéro au Havre, qui est un beau modèle. Ça veut dire parfois assumer aussi le renoncement à une certaine vision du toujours plus grand, plus beau, plus neuf, plus attractif, et travailler plutôt la robustesse des équipements et du territoire. Au bout du compte, l'objectif, c'est d'avoir un projet intégré et transformatif pour son quartier et pour la ville. Je vais juste citer une mesure forte qu'on veut porter sur le mandat, c'est la rue aux enfants qui sont piétonnisés et végétalisés. Je l'ai dit, on a à côté l'école du Stade, donc évidemment l'avenue Alsace-Lorraine, par sa place dans le plan de circulation, sera difficilement entièrement piétonnisable, mais c'est une voirie de grande largeur où le trafic est amené à réduire. Et en fait, on pourrait tout à fait envisager de faire un grand parvis végétalisé qui connecterait encore plus le centre-ville avec Rubanox, en travaillant aussi en cohérence sur le croisement avec l'avenue des Chevaliers-Tireurs. On peut envisager de la végétalisation, un rond-point, etc. Donc, vous l'aurez compris, l'enjeu, c'est de faire naître cette nouvelle centralité avec des nouveaux quartiers qui ne sont pas encore tout à fait habités, qui ne sont pas encore tout à fait vécus, on a fait texte à côté, et de soigner ainsi le lien social, mais aussi l'avenir du territoire. Alors effectivement, comme tout le monde l'a dit, on est dans un moment un peu spécifique parce que l'AMI a été lancée, nous on n'a pas d'informations sur l'AMI, la majorité en place en a sans doute, et donc ce qui est complexe, c'est de... Nous on a tracé une ligne déjà depuis un moment sur ce sujet, on a des personnes de l'équipe qui sont allées d'ailleurs dans les concertations effectuées par la mairie, mais aujourd'hui on est dans une phase intermédiaire, donc nous on avait projeté de faire une cité alpine et c'est le projet que je vais vous présenter. Alors d'abord, comme principe, c'est tellement grand, Rubanox, qu'il faut peut-être pas tout vouloir contrôler. C'est-à-dire qu'il faut peut-être laisser des espaces, il faut peut-être pas vouloir tout institutionnaliser. Et ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est d'essayer de lire le territoire avant de le dessiner. Et donc d'avoir une vision d'abord macro, et puis ensuite on descend au niveau micro. Et je crois que la priorité, c'est d'avoir une vision cohérente sur ce site, avec, évidemment, une forte valeur ajoutée. Il y a quelques écueils à éviter. Ce qu'il faut éviter, selon moi, c'est peut-être mieux comme ça, parce que ça... Ce qu'il faut éviter, selon moi, c'est donc ne pas vouloir copier ce qui a déjà été fait depuis maintenant beaucoup d'années. C'est-à-dire quand vous voyez, par exemple, je ne sais pas, sur la friche de la Belle de Mai, ça date déjà des années 2000. Quand vous regardez ce qui a été fait sur Bordeaux, ça date déjà. Donc il ne faut pas qu'on essaye de copier un modèle à Chambéry de ce qui a été fait ailleurs, mais de véritablement l'adapter au territoire. Ensuite, je crois qu'il faut essayer de ne pas barricader, cloisonner cet espace. Il faut que cet espace, quelqu'un l'a déjà dit, mais qu'il soit véritablement ouvert sur la ville, parce qu'avec cette nouvelle centralité, c'est aussi une nouvelle population, c'est aussi un nouveau quartier. D'ailleurs, quand vous regardez la map de Chambéry, vous observerez que ce point-là, c'est le point central de la ville et de la géographie globale de la ville. Et donc cette nouvelle centralité, il va falloir la matérialiser par cet espace notamment, et donc l'ouvrir sur l'ensemble du quartier. Sur tout ce qui est tiers-lieu, à mon avis, il faut, pour ne pas justement entrer dans une dynamique fourre-tout, il faut qu'il y ait un produit d'appel. Il faut qu'il y ait une identité d'appel qui corresponde au territoire. Et cette identité, on a pensé que c'était la culture alpine. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Un peu notre réflexion, c'était de dire qu'est-ce que ça veut dire en 2026 vivre au pied des Alpes.
En fait, Chambéry, la difficulté de Chambéry, c'est que ça a un peu tout le temps été une ville de transit, et on a souhaité vraiment que ça devienne plutôt un camp de base. Tout le monde y passe, personne ne sait vraiment quelle identité a Chambéry, et en même temps c'est toujours une belle surprise. Et donc comment on essaye définitivement d'ancrer Chambéry dans la culture alpine au pied des Alpes. Alors, on a pensé que c'était aussi une bonne dynamique parce que finalement notre culture alpine, notre culture montagnarde, elle correspond au sens de l'histoire dans lequel il faut aller, c'est la culture d'adaptation. On est évidemment contraint par le relief, par la météo, par les températures, donc c'est la culture d'adaptation. C'est aussi l'alliance entre la tradition et l'innovation. On n'a jamais été passéiste en Savoie, et c'est très bien comme ça. On a une culture de la coopérative, du collectif, et c'est essentiel de le mettre en avant. Et puis c'est une forme d'humilité aussi qu'on a face à la nature, raison pour laquelle, tout à l'heure, je disais aussi qu'il ne faut pas vouloir forcément tout investir tout de suite. Ça peut être fait en phasage, il ne faut pas qu'on institutionnalise tout de suite. Ensuite, je voulais évoquer le fait qu'on va présenter le projet, mais que cette dimension produit d'appel, il faut qu'on la matérialise très concrètement. Et je crois que, et après avoir consulté différentes associations, différents clubs et différents partenaires, la question de l'escalade et du club d'escalade peut être un pôle intéressant à mettre en avant, parce que c'est identifié comme la culture de la grimpe, mais c'est aussi le fait qu'on a aujourd'hui un club qui a des résultats assez incroyables sur Chambéry. La semaine dernière, ils ont encore fait de très bons résultats au niveau des championnats de France, et qui en même temps est dans une situation où ils sont en train eux-mêmes de faire leur mur d'escalade. Donc je pense qu'il peut y avoir, comme ça a été fait à Valence, comme ça a été fait dans d'autres villes de France, un vrai pôle grimpe et un vrai pôle outdoor qui peut être intéressant. Alors, oui, ça c'était ce qu'on avait présenté à des journalistes, donc c'est vers où je dois. Ah là, d'accord. Alors, oui, qui répond aux besoins des acteurs locaux, je passe vite, rapidement. Alors, rester fidèle au passé industriel, mixer les usages et les publics, devenir un espace d'avant-garde. Alors, là, ça va trop vite. Bon, passons. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir cet espace. Je passe directement à la suite, parce que comme ça, vous aurez tous les éléments. Et donc avec plusieurs espaces, alors moi je pense que et on a pensé que sur la halle nord, il fallait éventuellement la laisser comme telle de manière provisoire, et sur la halle sud, il fallait engager avec ce pôle d'escalade un lab alpin, c'est-à-dire un espace dans lequel on va pouvoir penser la transition en montagne, parce que ça fait 30 ans en gros qu'on nous dit on va faire le tourisme 4 saisons, etc., mais qu'on n'arrive pas à matérialiser un espace physique dans lequel on puisse réfléchir à la transition de montagne. Et donc, avec le cluster montagne, avec d'autres entités qui sont intéressées, c'est créer ce laboratoire alpin avec le pôle d'escalade et avec des espaces de convivialité aussi autour. Et donc, on peut réfléchir à l'agriculture en montagne, réfléchir à des startups qui peuvent venir sur l'outdoor, réfléchir à des aménageurs, à des experts dans le domaine de la montagne. Il y a évidemment toute une possibilité sur les réhabilitations. Il y a 750 000 lits touristiques en Savoie. Comment on transitionne sur ce modèle-là et comment on y réfléchit. Et puis sur la question aussi du rayonnement institutionnel de la montagne et du tourisme d'affaires. Ça semble intéressant de poser cette question-là aussi. Alors on verra évidemment ce que donne l'AMI, qui postule, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est replacer dans son contexte géographique, et puis se demander que faut-il se donner en plus comme principe d'aménagement. Parce que finalement, là, tout le monde va se dire plus ou moins la même chose, et donc qu'est-ce qu'on peut aborder en plus, et où est-ce qu'on peut pousser la réflexion davantage. Alors, comme je le disais, je pense qu'il faut qu'on laisse des espaces capables, c'est-à-dire des espaces dans lesquels il n'y a pas forcément de destination a priori, mais qui permettent aux habitants de se les approprier. J'avais mis une image qui est intéressante, il y a certains espaces comme ça, j'ai toujours été étonné, par exemple, quand vous voyez des escaliers ou des gradins, etc., les gens naturellement se mettent dessus, en profitent, et donc c'est ce qu'on appelle des espaces capables, des lieux dans lesquels les gens se les approprient sans... Alors là, voilà, je vous ai expliqué tout ça, mais je passe. Voilà, on voit pas très bien, mais j'ai mis une halle à Valence en Espagne, où les gens finalement, de manière protégée, s'approprient complètement les lieux en faisant du roller, en faisant des pique-niques, bref. La halle centrale,
qu'on voit sur Urbanox, peut-être un espace vraiment capable, laissé à l'apprivoisement des habitants. Ensuite, il faut qu'on pense aussi l'espace autour. Il y a l'Yerres, en fait, Urbanox, c'est une presqu'île. C'est entre l'Yerres et la Lesse. Et c'est vrai que, comme on le disait, c'est un espace qui a été un espace industriel qui a été construit de manière relativement fermée sur ces espaces-là. Et donc, il faut qu'on essaye de dessiner aussi des perspectives et des liens entre cet espace de Urbanox et les continuités écologiques que sont l'Yerres, que sont la Lesse, et qui va permettre ensuite, et moi ce que je proposais, c'est aussi sur cet espace-là, autour, plutôt que de faire du logement, qu'on puisse, il peut y avoir une portion de logement, mais qu'on puisse faire vraiment un parc urbain, parce que quand vous regardez de haut cet espace, en fait, tout cet espace qui a été densifié, il y a très peu d'espaces végétalisés et d'espaces urbains et d'espaces paysagers. Et donc, on peut essayer de travailler autour de cet espace de Urbanox, un vrai espace paysager qui relierait aussi cette continuité au bord de l'avenue du Repos avec les pistes cyclables et le reste ensemble. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, il faut évidemment que ce soit en complémentarité avec le reste des AMI. On a l'AMI sur le Grand Verger, donc, où j'ai peu d'informations, mais il va falloir que, s'il y a des infrastructures sportives, il faut que ce soit en complémentarité. Il faut que ce soit en complémentarité aussi. Je sais qu'il y a un AMI, et je regarde Marie Bénédicte sur Savoie Déchets. Et donc, moi, ma position sur le pôle d'économie circulaire, et ce sera intéressant ensuite que peut-être on en débatte, mais c'est que je ne connais pas le flux et que ça peut, en termes de voirie, en termes de ce que ça peut générer. Et s'il y a un projet sur l'AMI, un projet d'aménagement sur l'AMI de nouveaux centres de tri, etc., est-ce que ça ne fait pas doublon avec un pôle d'économie sociale et solidaire? C'est une question que je pose, hein. Je n'ai pas la réponse, c'est une question que je pose. Donc voilà. Et puis ensuite, bon, on pourra peut-être en parler aussi sur le modèle économique, parce qu'aujourd'hui, finalement, pas grand monde a de modèle économique. Ça va sans doute coûter très cher, et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir phaser les choses avec cette halte sud qui puisse être mise avec, je n'ai pas détaillé, mais dedans, on avait inséré des studios de musique, une maison de santé, des espaces de convivialité, parce que par exemple, sur les studios de musique, il y a une carence sur Chambéry. Ça a été fait sur Gazé-sur-Aix, mais par exemple, il y a énormément de demandes. Et je prévois la question 3, c'est comment on évite la gentrification. C'est aussi en apportant une offre à un public différencié. Et pour ne pas en faire un repère simplement de sociologie homogénéisée, il faut qu'on puisse aussi apporter une offre différente sur tout un tas de secteurs. Bonjour à toutes et tous, donc je me présente Benjamin Louis, je représente la liste Chambéry Avance conduite par Thierry Repentin, qui s'excuse de ne pas être là ce soir. Il est lui-même en réunion publique à Chambéry-le-Vieux. Je suis accompagné de ma collègue et colistière Laura Kirani, architecte. Et donc moi je vais vous présenter, en fait, j'ai eu la chance, donc je suis adjoint sortant, adjoint du quartier Centre-Ville, et j'ai eu la chance pendant ce mandat qui se termine de travailler sur le projet de Urbanox qui a donné lieu à ce fameux AMI dont tout le monde parle, qui est disponible en ligne sur internet, hein, que tout le monde peut consulter. Et donc voilà, vous montrer un petit peu la méthode qui nous a conduit à écrire en partenariat avec Cristal Habitat cet AMI. Ça ne marche pas. Oui, donc bon, ça c'est des éléments de contexte qui ont été donnés par vous-même en introduction, mais c'est juste sur la démarche dire que Urbanox c'est pas un site isolé, hein, c'est un lieu stratégique en entrée de ville nord, entouré de 3 ZAC, la ZAC du Grand Verger, la ZAC Métrotex, la ZAC Cassine, qu'on est à 10 minutes à pied de la gare de Chambéry et qu'on est également à quelques minutes de plus à pied du centre-ville de Chambéry. Donc il y a vraiment, nous, ce qui a conduit notre travail, c'est d'avoir cette vision d'ensemble sur le quartier. En suivant, ça a été évoqué aussi, je le rappelle rapidement, donc on est sur une acquisition par Cristal Habitat en 2009, donc ça fait plus de 15 ans maintenant, avec un tènement de 4 hectares et une surface de halte de 14 000 m²,
Donc vraiment un bâti XXL pour un tellement plutôt réduit. Et donc là, le point, c'était de se dire, il ne s'est rien passé à Rubanox depuis quelques années. C'est pas vrai, parce que je pense que toutes et tous, vous avez eu l'occasion ces dernières années d'aller à Rubanox, parce que la SEM Cristal Habitat a investi à peu près 5 millions d'euros sur cet espace, sur la halle dite Fosseco, pour la sécuriser, la dépolluer et la mettre en conformité en matière de sécurité. Depuis 2023, il y a à peu près, sur l'année 2025, je crois qu'il y a eu plus d'une dizaine d'événements qui se sont produits à Rubanox, donc des événements privés, des événements dansants, des soirées techno, des salons de l'industrie aussi qui ont eu lieu. Et je peux vous dire que sur l'année 2026, il y a déjà 8 événements qui sont planifiés. Donc cette notion, alors sans répondre à une des questions, mais d'urbanisme transitoire, d'occuper les lieux avant que le projet aboutisse, elle est déjà à l'œuvre à Rubanox et elle nous tient à cœur. Sur l'ambition, alors je reviens, excusez-moi, sur les enjeux de la requalification, on a essayé de voir les choses, ça a été évoqué, mais de manière macro, tout d'abord à l'échelle régionale, voire même transfrontalière, en se disant qu'on devait faire de ce lieu un lieu de filière d'excellence et totémique à l'échelle nationale. À l'échelle de notre bassin de vie, on va dire l'agglomération, c'est conforter les usages touristiques, le développement économique et également serviciel au niveau de ce bassin de vie. À l'échelle de notre ville, Chambéry, c'était de répondre aux besoins émergents et faire en sorte aussi que les familles, les Chambériens, les Chambériennes puissent avoir de multiples occasions de venir à Rubanox, de fréquenter le lieu avec des offres culturelles, de loisirs, sportives, à proximité du centre-ville. Et enfin, à l'échelle du quartier, l'idée c'était d'ouvrir ce lieu, de le rendre perméable, de faire en sorte que les habitants puissent aussi, on parlait d'espaces capables, on voit que sur ce site il y a des arbres remarquables qui sont présents, il faut aussi que ce soit un lieu que les habitants du quartier, du stade, de Montgey, de Bissy ou de l'avenue Alsace-Lorraine puissent le fréquenter. Sur les ambitions, 5 objectifs principaux, ça a été évoqué évidemment, valoriser la dimension patrimoniale du projet, ouvrir le site sur son territoire, en faire un outil de rayonnement, imaginer un concept de site fort, c'est-à-dire que nous on s'est dit, si on travaille sur celui, il faut lui donner un ADN, l'ADN qui a été choisi c'est les transitions au sens large, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et puis les questions de financement, de garantir un modèle juridique solide avec une économie qui puisse faire naître le projet et le rendre pérenne dans le temps. Et avec, ça a été évoqué aussi par certains, les questions de concertation, d'impliquer les forces du territoire et les habitants au développement de ce projet. Donc je parlais de l'ADN, les transitions, alors c'est des transitions au sens large, avec les nouvelles pratiques qu'on peut voir venir autour de l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, le tourisme 4 saisons, l'inclusion par le sport, et avec un programme qui se veut agile et évolutif dans le temps. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas opérer le futur et de faire en sorte que le projet puisse à moyen et long terme évoluer en termes d'usage et de fréquentation. Et enfin, sur la question des transitions, évidemment, sur l'ensemble de la requalification du site, mettre la transition écologique au cœur du projet, sur la renaturation des espaces, la conservation des espèces remarquables, des arbres remarquables, et tout le travail sur les matériaux employés, réutilisés pour les travaux qui vont être menés dans ces halles. Donc, ça a été évoqué, le point de départ, on a parlé de coquilles vides, on ne peut pas faire un lieu, on ne peut pas dupliquer des choses. Alors, en même temps, c'est intéressant de s'inspirer, de voir ce qui peut se passer dans d'autres villes, parce que ça permet de faire travailler l'imagination. Mais nous, ce qu'on souhaitait, c'était un lieu qui ressemble et qui soit porté par les forces de notre territoire. Donc, une première étape de concertation a été menée avec un appel à contribution des acteurs du territoire, mais aussi des nationaux. On a eu à peu près 28 contributeurs, à savoir que 90% des contributeurs étaient des locaux, étaient des gens du territoire. L'idée, c'était
de les faire travailler ensemble pour qu'ils réfléchissent, alors chacun parfois un peu dans leur couloir. On a eu beaucoup de choses autour du sport, beaucoup de choses autour de la culture, de la transition écologique, mais aussi les faire travailler ensemble pour créer déjà les conditions de l'hybridation, pour se dire que suite à cette concertation, les gens puissent apprendre à se connaître et se dire que à Rubanox, ça ne sera pas que l'endroit de la culture, ou ça ne sera pas que l'endroit du sport, mais ça sera vraiment un endroit ouvert à toutes et tous et hybride. Et c'était ça le plus important. Donc de ces consultations, de ces concertations, on a défini, alors là vous ne voyez pas, c'est vraiment écrit très petit, plusieurs thématiques: culturelles, artistiques, ludiques, sportifs, c'est les deux premières, les activités collectives et productives, et évidemment des activités de bar et de restauration associées. Alors sur ce point-là, on n'est pas loin du cœur de ville, donc c'est aussi travailler à des offres qui ne viennent pas en concurrence directe avec ce qui peut se passer dans le centre-ville, et proposer des expériences nouvelles pour attirer aussi de nouveaux publics. L'idée, c'est pas d'aller cannibaliser d'autres acteurs du commerce. Sur les partis pris d'aménagement, nous sur l'AMI, il y a eu un invariant fort, c'est la déconstruction de la Halle 2, donc ça a été évoqué par d'autres. La déconstruction de la Halle 2, elle a plusieurs vertus. C'est déjà ouvrir le site sur lui-même, parce que en fait les halles sont toutes regroupées et très compactes, et donc c'est de recréer une rue en fait entre ces deux halles, appelée aussi, ça a été évoqué, espace capable, qui vont permettre donc à la halle nord, sur le haut de la diapo, et à la halle sud sur le bas, de dialoguer et de communiquer ensemble. Il y a aussi une subtilité, on va dire, pas administrative, mais le fait de couper les deux halles et de déconstruire partiellement, ça permet aussi d'éviter les contraintes en termes de RP. On se serait retrouvé, si on avait conservé l'ensemble, avec un bâti extrêmement important et très lourd à gérer en termes de sécurité. L'idée de déconstruire, c'est rapprocher les deux halles et en même temps leur permettre une certaine autonomie et un fonctionnement indépendant les unes des autres en matière de sécurité. Quand on dit déconstruire, ça ne veut pas dire tout casser, ça ne veut pas dire détruire, ça veut dire conserver les façades, conserver les structures métalliques, peut-être couvrir par endroits, faire en sorte que les rez-de-chaussée qui seront positionnés de part et d'autre des halles aient des zones actives pour des terrasses, pour des pratiques sportives, pour en fait plein de choses qu'on pourrait imaginer dans l'événementiel sur une rue vivante d'une ville. Donc le parti pris d'aménagement, Halle Nord, vocation publique, avec aujourd'hui 2 projets, un gymnase porté par la ville de Chambéry. Je regarde le temps, ça passe très vite. Le gymnase, pourquoi? Parce qu'il y a des besoins en gymnase, je ne rentrerai pas dans le détail. Le pôle d'économie circulaire, ça a été déjà évoqué, porté par l'agglomération. Et ensuite, la Halle Sud, plutôt un lieu privé, avec des activités sportives, de restauration, de coworking, d'ateliers, et ces fameux espaces capables qui pourraient se déployer autour du site. Je veux bien la suivante, s'il vous plaît. Donc là, vous avez un plan masse, alors vous allez avoir du mal à le décoder, mais qui présente en fait... Alors j'ai peut-être un petit laser, là. Non, si. Donc vous avez ici la Halle Nord, ici le pôle d'économie circulaire, ici un gymnase, ici la Halle Sud, avec... Bon, décidément ça ne marche pas. Bon, la Halle Sud avec différents espaces, et ces fameux espaces capables que vous voyez, ils sont en orange sur la diapo, et on voit qu'ils tournent autour des halles. Voilà. Sur la droite, vous avez un projet de construction, parce qu'on parlait de libérer l'espace, de donner en fait, voilà, vous avez un projet de construction parce qu'on a besoin aussi de logement, même si on a besoin de nature en ville, même si on a besoin de plein de choses, mais le logement est aussi important et il nous en faut. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Donc le point, c'était aussi garantir un montage juridique solide et robuste avec une maîtrise foncière qui soit sur le long terme conservée par la puissance publique, avec un modèle économique pérenne et une limitation des risques d'exploitation par ceux qui ont acheté le site, à savoir Cristal Habitat. Donc, rapidement, sans rentrer trop dans le détail, la constitution c'est une hypothèse, de 2 sociétés distinctes. Une société qui va porter le foncier
et une société qui va porter, on va dire, l'immobilier avec des investisseurs, avec des exploitants, sachant que sur ces sociétés, on a déjà eu un accord de la Banque des Territoires qui trouve le projet intéressant et qui montrait sur les deux sociétés, la société de portage et la société de portage immobilier. Je veux bien la suivante, s'il vous plaît. Là, c'est rapidement des éléments chiffrés, parce que l'étude nous a permis de chiffrer. En gros, sur la Halle Sud, on a un montant de restructuration à 16 millions d'euros, pôle d'économie circulaire 8 millions d'euros, le gymnase 7 millions d'euros, pour un total de 30 millions d'euros. Ce sont évidemment des estimations qui méritent d'être affinées, mais l'idée, c'était de pouvoir équilibrer le modèle et de savoir si les activités qu'on allait mettre dedans allaient réussir à financer l'ensemble du projet. Je peux bien la suivante. Et donc pour la suite, conforter la concertation sur le devenir de Rubanox. Donc là, l'AMI est en cours, 27 février ça s'arrête. Les candidats qui vont répondre à l'AMI il leur a été demandé de rentrer en dialogue avec les acteurs du territoire pour venir avec des projets qui soient des projets locaux et qui ne soient pas uniquement des projets nationaux qui viennent de nulle part. Et une fois que le lauréat sera validé, déterminé, l'idée c'est d'engager une séquence de concertation sur la Halle Sud et sur l'ensemble des espaces autour, avec les habitants, les riverains, et poursuivre les travaux de concertation. Merci. Donc, merci pour ce moment d'échange. On se prête très volontiers à l'exercice, puisque la démocratie, c'est l'échange. Alors là, l'exercice est un petit peu difficile quand même, puisqu'on se rend compte que le projet est déjà avancé, il y a déjà pas mal de choses qui sont sur les rails. Mais on a peut-être un certain nombre de choses à apporter. Alors, je précise que je remplace Brice Bernard, un peu pied levé, parce qu'il a perdu sa maman hier, et donc il n'est pas disponible. Alors, diaporama, s'il vous plaît, la diapo suivante. Voilà, alors, ce que je voulais dire en introduction, c'est que pour ce moment d'échange, en fait, je ne viens pas dans mes bagages avec des certitudes, avec un projet qui est ficelé, mais plutôt avec des questions, quelques pistes de réflexion et bien sûr des convictions. Alors, en introduction, ce que je voulais dire, c'est que ce projet doit s'inscrire dans une trajectoire de sobriété financière publique. Voilà, nous on pense que chaque euro dépensé par la collectivité doit être un euro efficace et qu'on doit rompre avec une logique d'addiction à la dépense publique. Voilà, donc pour nous c'est très important qu'un projet de cette nature puisse trouver un équilibre. Alors ensuite, on pense également que le projet doit répondre à des besoins réels pour une large partie de la population. Il faut que chaque Chambérien trouve un intérêt à fréquenter Rubanox. Alors, bien sûr, ce projet doit aussi s'inscrire dans une stratégie communale globale. Et celle qui est défendue par notre équipe porte sur le rayonnement de la ville, sur l'adaptation de la ville aux enfants et aux familles, et sur l'économie réelle. Alors, le projet doit évidemment assurer une continuité avec les espaces urbains limitrophes, et notamment avec l'ancien internat de Vaugelas, voilà, sur lesquels aussi il y a des projets en cours, et on peut certainement faire la connexion entre les deux. Alors, le débat sur Rubanox doit bien sûr s'ouvrir par le sens de l'imaginaire collectif dans lequel ce projet va s'inscrire. Alors, quand on parle d'imaginaire collectif, on peut imaginer deux façons d'aborder les choses. Soit effectivement une sauvegarde totale du site en mémoire de son passé industriel, et je vois que dans les candidats qui m'ont précédé, c'est plutôt l'orientation qui se dessine. Mais on pourrait aussi se poser la question d'une reconversion qui serait tournée vers l'avenir. Et dans ce cas-là, on peut avoir une approche où on se pose la question du devenir de ces bâtiments. Est-ce qu'il faut vraiment tous les garder ? On voit bien que, dans tout ce qu'on nous a présenté jusqu'à présent, des bâtiments qui ont été conçus pour un autre usage posent beaucoup
d'inconvénients pour une reconversion. Les trames sont très larges, il n'y a pas beaucoup d'ouverture, etc., etc. Donc on pourrait se poser cette question. Et voilà, donc diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, on s'était dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, imaginer une démarche architecturale qui serait un peu le miroir de ce qui a été fait au manège. Alors au manège, on a gardé le bâtiment historique et on lui a accolé la verrière dans laquelle il y avait les palmiers. Et donc nous, on se dit, est-ce que sur le site de Rubalox, on ne pourrait pas avoir une réflexion miroir où on garderait les parties qui sont les plus intéressantes, je pense notamment à la façade est, une partie de la façade sud, et puis imaginer construire à l'arrière des bâtiments beaucoup plus contemporains, beaucoup plus fonctionnels. Voilà. Alors je dis bien, ça c'est des questions qu'on se pose parce que nous, voilà, on ne maîtrise pas tout le dossier, on n'a pas de penchant pour l'un ou pour l'autre aujourd'hui. Alors dans les projets dont nous avons connaissance, donc celui de la municipalité actuelle qui nous a été présenté, et celui du pacte qui nous a été également présenté, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une programmation avec une mixité d'usages. Donc, on aurait aussi pu imaginer une thématique, d'avoir une reconversion de ce site par rapport à une thématique. Par exemple, dédier uniquement ce site à l'économie, d'accueil d'entreprise, etc. Ou accueillir uniquement, par exemple, un pôle de loisirs, d'agglomération. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, dans les loisirs d'agglomération, alors je ne parle pas de sport, je parle de loisirs. On a différentes choses qui se passent un peu partout dans l'agglomération, disséminées, mais on n'a pas de pôle structurant ou n'importe quelle autre thématique. Voilà. Donc effectivement, il y a ces deux façons de voir les choses. Est-ce qu'on a un usage mixte ou est-ce qu'on a un usage thématique? Alors nous, aujourd'hui, la diapo suivante, s'il vous plaît, nous, effectivement, en l'état actuel des réflexions qu'on a dans notre équipe, on est plutôt dans une logique d'une mixité d'usage. Mais on n'a pas voulu évacuer la question d'une thématique. Alors nous, on pense qu'il peut y avoir trois axes importants. L'économie, donc faire de Rubanox la fabrique de la ville. Donc un lieu où on produit, on transforme, on fabrique, voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors on pense par exemple à des incubateurs pour de jeunes créateurs, pour des artisans, des ateliers partagés, des espaces de prototypage, des locaux tremplins avec des loyers progressifs, donc des jeunes entreprises qui s'installent. Et pour que ce lieu soit vivant, donc ce serait un endroit où on produit, mais avec des portes ouvertes, des marchés de créateurs, des showrooms, des démonstrateurs, etc. Donc ce lieu a vu naître des entreprises, ce lieu a été un lieu de production et on aimerait que demain ce soit un lieu où naissent des entreprises. Pour soutenir les jeunes talents, pour favoriser l'emploi local et pour ancrer une nouvelle génération d'entrepreneurs dans le site. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors le deuxième axe auquel on pense, c'est la culture. Alors, quand on parle de culture, on a déjà des équipements qui existent dans la ville. Et il y a Malraux, il y a le Théâtre du Lin, etc. Et puis il y a d'autres lieux, comme Savoie Expo et le Phare, qui accueillent des événements culturels ponctuels. Donc on a déjà des équipements. Donc nous, l'idée, c'est de ne pas venir en concurrence avec ce qui existe. Et quand on parle de culture, on est beaucoup plus dans une logique de production culturelle. Donc ça serait le diapo suivante, s'il vous plaît. Donc on parle beaucoup plus de production culturelle, donc avec des résidences d'artistes, bien sûr, et des espaces réservés à la création et à la production artistique. Donc les arts plastiques, la musique, les arts audiovisuels, etc. Avec des lieux d'exposition, des lieux de rencontre et des événements intergénérationnels. Donc un lieu où les jeunes peuvent venir trouver la culture, les familles aussi, et les associations. Donc Rubanox doit devenir un lieu où on vient par envie. Donc Malraux c'est le grand théâtre, et Rubanox pourrait devenir la grande halle des arts et du spectacle vivant de Chambéry. Alors le troisième point, c'est le sport. Alors ça a déjà été évoqué effectivement par les autres candidats.
On a des gymnases vieillissants. Les rénover, c'est compliqué, on n'arriverait pas forcément à les mettre au niveau. Donc effectivement, on pense que dans Rubanox, il pourrait y avoir un équipement sportif avec des salles modulables, des vestiaires, une performance énergétique et bien sûr une accessibilité aux personnes en situation de handicap, bien évidemment. Alors, donc ça c'est un pôle de sport. Alors, en plus, c'est vrai qu'il y a une certaine logique, puisqu'à côté on a la piscine, on a le stade, donc de créer un pôle sportif dans ce secteur-là, ça paraît tout à fait intéressant et ça pourrait être complété par des espaces sportifs d'extérieur également. Voilà, donc un pôle qui serait adapté toute la semaine, qui serait ouvert en permanence. Merci. Donc, diapo suivante. Alors, au-delà de ces 3 axes structurants, on s'est dit, mais il y a certainement d'autres choses à imaginer. Alors, on pensait, je reviens à la première proposition qu'on évoquait, c'est qu'une offre de loisirs familiales. Donc, Rubanox, ça pourrait être aussi un lieu où on s'amuse, où on se divertit, avec des loisirs intérieurs, extérieurs. Alors, on peut imaginer tout un tas de choses, mais on fait le constat que dans l'espace de centralité de Chambéry, finalement, il y a très peu de lieux de divertissement. Et donc, on peut imaginer un tas de choses, des restaurants immersifs, des parcs de loisirs pour enfants, mini-golf indoor, des terrains d'aventure intérieurs, etc. Il y a plein d'exemples qui existent dans les villes voisines et qui marchent très bien. Voilà, et puis on pourrait aussi également imaginer une offre de type halle gourmande, et notamment un travail avec les producteurs et les artisans de Savoie, un lieu où effectivement ils pourraient venir vendre leurs produits. Donc, pour terminer ce petit exposé, ce que je voulais dire, c'est que en fait, le champ des possibles est très très vaste pour redéployer le site de Rubanox. Vous voyez, on peut aller très loin dans l'imagination. Et nous, on pense que par rapport à la localisation, par rapport aux enjeux stratégiques dans la ville, ça pourrait être intéressant de travailler sur plusieurs scénarios d'aménagement et de les soumettre sous forme de votation à la population. Justement, pour que la population puisse s'approprier ce lieu, comme font nos voisins suisses régulièrement, sur les grands projets structurants, ils font des votations. Nous, on va développer sur 2 points. Un premier point pour dire que, pour nous, dans le cadre de la politique municipale qu'on souhaite mener, c'est pas la priorité que d'aménager Rubanox. On a d'autres priorités, on va les développer. Et puis le deuxième point, c'est que Rubanox existe et il faudra en faire quelque chose. Et de ce point de vue-là, on souhaiterait que ce soit quelque chose qui soit discuté à toute échelle par la population de la ville, de l'agglo, du quartier. Si, donc on va d'abord parler de nous, ce qu'on ne veut plus, et en termes notamment de budget. Donc ce qu'on ne veut plus, notamment, c'est des appels à manifestation d'intérêt qui sont souvent privés, notamment à l'appel des promoteurs ou des grosses entreprises du BTP. On a eu beaucoup de bétonisation dans Chambéry dans ce mandat, et ça, nous n'en voulons plus. Et en ce qui concerne aussi les politiques budgétaires de la ville, on veut que cesse cette politique budgétaire qui fait qu'on investit notamment en prenant dans les excédents de fonctionnement de la ville. Et c'est cet argent que nous n'avons plus pour le fonctionnement, on contracte ces budgets-là, on n'a plus pour faire fonctionner les services publics notamment, et les besoins, les services qu'on rend aux populations. Et nous, c'est notre priorité absolue, le besoin des populations aujourd'hui dans les quartiers de Chambéry. Notamment, par exemple, on a un grand projet, c'est la gratuité notamment des cantines scolaires dans les écoles maternelles et primaires de Chambéry, 1,6 million d'euros à peu près. Or, là, on a déjà des chiffrages des projets envisagés sur plus de 30 millions d'euros sur les 2 halles de Rubanox. Donc, vous voyez le parallèle, 30 millions d'euros, ça nous permet de financer la gratuité des cantines sur pas mal d'années. La gratuité des transports, notamment, c'est un des projets qui nous tient à cœur dans cette mandature qu'on envisage. La gratuité des bus à Chambéry, portée par la ville et l'agglomération. Pareil, quelques millions d'euros. Donc en proportion, ces sommes-là, nous, on veut qu'elles soient rendues
au service des populations des quartiers de Chambéry, pour les Chambériennes et les Chambériens. Alors, évidemment, Rubanox existe, donc on ne souhaite pas que ça tombe en ruine sur les 30 ans à venir. Néanmoins, ce que l'on veut, et on a beaucoup entendu dans certaines des équipes qui nous ont précédés, la nécessité de la concertation, mais si on fait le point, qui dans l'agglomération a entendu parler de ce qui se prépare à Rubanox? Vraiment très peu de monde. Qui dans la ville a entendu parler de ce qui se prépare à Rubanox? Très peu de monde. Qui même dans les quartiers qui entourent Rubanox est au courant de ce qui se prépare? Très peu de monde, malgré le travail que font les associations, malgré le travail qui est fait par exemple dans l'organisation de ce débat ce soir. Ok, là il y a 120 personnes qui sont présentes, enfin peut-être 150 avant qu'un certain nombre ne soit partis tout à l'heure à cause du froid, mais bref, c'est quand même quelque chose qui ne traverse pas du tout la discussion sur Chambéry, sur l'agglomération. Et pourtant, comme il a été dit, c'est un projet d'ampleur. Alors, les sommes qui sont envisagées sont évidemment tout à fait conséquentes. Donc avant d'affecter éventuellement 30 millions à un projet comme celui-là, et quand on dit 30 millions, ça a été d'ailleurs sous-entendu par celui qui a présenté au nom d'une partie de la municipalité sortante le projet, c'est une estimation aujourd'hui, mais bon, voilà, si c'est comme le surgénérateur, ou comme si c'est le PR de la Hague, on sait comment ça dérive, hein, les grands projets, donc on peut s'attendre à autre chose que 30 millions. Donc il y a des choix à faire, ça engage évidemment très largement au-delà simplement du quartier, mais en particulier le quartier, ça engage très au-delà de la ville de Chambéry, ça engage sur l'agglomération. Donc c'est quelque chose qui doit être au cœur de discussions politiques. Des discussions politiques qui soient effectivement éclairées par toute une série de propositions. Alors là, il y a eu ce soir beaucoup de propositions, certains arrivent avec des projets clés en main pratiquement, mais il y a beaucoup de gens qui pourraient proposer beaucoup de choses, que ce soit les architectes, les cabinets d'architectes, les associations, les habitants, etc. Bref, il y a moyen d'avoir vraiment une discussion avant que l'on ne prenne des décisions qui seraient des décisions argumentées et qui soient des décisions prises dans un fonctionnement démocratique, avec une démocratie directe et non pas une concertation dont on nous dit qu'il va falloir la relancer ou l'activer, etc. Mais bon, ce qu'on se rend compte, c'est que depuis des années, la concertation, c'est quelque chose qui est un peu quelque chose de l'ordre, disons, de l'habillage, parce que ça concerne très peu de monde, et en réalité, donc, c'est pas quelque chose du tout que la population a pris en main. Donc là, nous, on veut des changements radicaux là-dessus. Il faut du temps, mais il faut aussi une vraie volonté politique. Non pas que les projets soient arrivés tout en clé en main en disant voilà ce qu'on va faire, et puis on espère que ça va vous plaire, mais on veut vraiment que ce soit quelque chose qui soit débattu dans la population, et on le répète à toutes les échelles. Parce qu'évidemment, les avis qui seront donnés par les habitants très proches du site ne seront pas forcément les mêmes, pourront même être éventuellement contradictoires avec des avis qui seront donnés par des habitants de la ville, eux-mêmes pourront éventuellement avoir des avis qui sont contradictoires ou complémentaires d'avis d'habitants de l'agglomération, et donc il faut articuler tout ça. Donc c'est quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre, mais qui est essentiel si on veut vraiment effectivement que ces projets-là soient appropriés par la population, ce qui pour le moment n'est pas du tout le cas, quelles que soient donc les propositions parfois intéressantes qui ont été faites ce soir, hein, c'est pas la question. Plein de choses peuvent être faites. On peut partir sur l'idée de tout raser si effectivement c'est quelque chose qui satisfait très largement la population, avec un espace complètement vert. On peut au contraire partir sur un espace qui soit complètement culturel, voire réintroduire de la production industrielle, quoi. Moi je suis Marie Ducré, je suis la candidate tête de liste pour la liste lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Alors je vous avoue que pour mes 44 colistiers et puis pour tous les travailleurs qu'on a rencontrés là, dans ces dernières semaines, dans ces derniers mois, le site Rubanox, c'est très très loin de nos préoccupations immédiates, parce qu'en réalité, pour nous tous, là en ce moment, les préoccupations, c'est comment, non pas finir le mois, mais bien souvent le commencer, comment payer la prochaine facture d'électricité, ou comment s'assurer que notre enfant il va avoir une AESH pour s'occuper de lui dans les cours. Maintenant, puisqu'on a été invité, qu'on a eu l'occasion justement de réfléchir un peu à ce sujet, on s'est rendu compte qu'effectivement c'était un sujet qui nous parlait, parce que oui, on aimerait bien, les travailleurs de la ville, avoir un lieu
agréable dans plein de choses qui ont été proposées. Ça serait chouette d'avoir un lieu agréable, d'avoir un nouveau gymnase où justement plein d'enfants et de jeunes de la ville ils puissent aller s'exercer. Mais la question qui se pose dans tout ça quand même, c'est qui va payer? Et puis ça, c'est la question fondamentale. Parce qu'en réalité, dans notre société, nous on paye. Les travailleurs on paye en permanence et tout le pognon, il atterrit dans la poche de grands groupes capitalistes qui sont riches à milliards. Ça, c'est une réalité que le site de Rubanox, il illustre extrêmement bien. Juste pour revenir un peu, comment ça se fait qu'on se retrouve avec une friche industrielle comme ça? Parce que ce site, avant, c'était l'usine Péchinet, ça a été évoqué, et puis Péchinet, il était en concurrence avec d'autres, et dans la guerre que se mènent les capitalistes entre eux, Péchinet, il a perdu, il s'est fait racheter. Puis quand il s'est fait racheter, du coup, ils ont décidé de fermer plein de sites de Péchinet, dont celui-là. Ça, par contre, ça n'a pas été un drame pour les actionnaires. Non, eux, ils ont fait du pognon. Non, ceux qui se sont fait mettre à la porte, c'est les ouvriers. C'est les travailleurs qui ont, pendant un siècle, enrichi un trust comme Péchinet et qui, du jour au lendemain, sont retrouvés mis à la porte, comme ça se passe partout dans la société actuellement. Et puis, qui c'est qui est venu encore filer du pognon à ce grand groupe? La ville de Chambéry. Moi, là, j'ai pas trouvé. J'ai cherché, j'ai pas trouvé en 2009 combien ça avait coûté. Ça serait intéressant à savoir. On sait pas. Et puis, de ces dernières années, ça a été évoqué, il y a déjà 5 millions qui ont été mis pour la rénovation d'une halle, parce qu'elle était polluée. Pourquoi est-ce que c'est la ville, et du coup, nous, pourquoi est-ce que c'est aux habitants, pourquoi est-ce que c'est aux travailleurs de la ville de payer pour une pollution d'un grand groupe industriel? Non, ils ont des milliards, ils ont qu'à payer. Je veux dire, ces gens-là, ils se comportent comme, désolés, mais comme des gros dégueulasses. Ils arrivent, pendant un siècle, ils exploitent, ils polluent, ils détruisent tout, ils se barrent quand ils décident que ça ne rapporte pas assez, et après c'est encore à nous de payer la facture. Ça c'est hors de question. Et ça sera la même chose pour ce grand chantier. En réalité, ce grand chantier, pourquoi est-ce que ça serait aussi, ça a été évoqué juste avant, ça va coûter 30 millions, voire plus. Mais pourquoi on va payer? Il y a du pognon dans les coffres-forts des grosses boîtes, à Chambéry et dans l'agglomération. Placo, ça appartient à Saint-Gobain. Saint-Gobain, en une année, ils font 5 milliards de profits. Alors oui, il faudrait un espace convivial, il faudrait un espace où on puisse avoir accès à la culture, on puisse faire du sport, on puisse se détendre. Ça, c'est aux exploiteurs de le payer. Et puis, c'est certainement pas aux habitants. Et là-dessus, effectivement, moi je viens pas en disant si on est élu maire, on a un projet et puis on va par des décisions municipales faire en sorte justement de les faire payer parce que ça marche pas comme ça dans le capitalisme. Par contre, des comités de travailleurs organisés, eux ils ont accès déjà à tout un tas d'informations parce que tout ce qu'on sait pas, qui se trame dans les négociations, qui se trame pour savoir qui va emporter le pognon et où est-ce qu'ils passent tout ce pognon, finalement c'est ceux qui bossent dans bon nombre de ces boîtes qui y ont accès. Et ce côté quand même que moi je tiens à dénoncer ce soir, c'est le côté parasitaire des capitalistes, vous l'avez compris, qui va encore s'illustrer là, parce que qui va remporter le marché de rénovation? Ça va jouer entre trois. Ou Vinci, ou Bouygues, ou Eiffage. De toutes les façons, les chantiers de cette taille-là, ils vont à ces gros-là. Vous pouvez circuler, toutes les rénovations en ce moment dans les HLM de Chambéry, c'est un des trois, à tour de rôle. Voilà, ça va être encore des millions qui vont être dépensés pour finir dans la poche de ces gros. Et ça, nous, c'est quelque chose qu'on conteste. Et on voit qu'effectivement, ça fait causer les milieux patronaux qui regardent ce type de chantier. Il y a d'autres chantiers qui ont été évoqués par ceux d'avant, c'est vrai que c'est pas qu'à Chambéry. Et à chaque fois, ils voient ça avec des euros dans les yeux. Parce qu'en fait, ce système, il est à bout de souffle. Les capitalistes, aujourd'hui, ils sont sous perfusion d'argent public. Ils sont même plus capables de développer quoi que ce soit. Quand ils font du pognon, c'est parce qu'il y a des mairies, il y a des agglomérations qui leur offrent comme ça, sur un plateau d'argent, des gros chantiers à se mettre sous la dent. Et ce côté-là d'un capitalisme qui est moribond, d'un capitalisme qui est incapable de faire quoi que ce soit, à part détruire,
ça nous dit aussi beaucoup de choses du futur. Parce que là, tous mes prédécesseurs, ils vous ont fait des belles promesses. Ah, on va avoir une halle comme ci, une halle comme ça, on va avoir une salle d'escalade, on va avoir, j'en passe, et des meilleurs, ça a été un catalogue extraordinaire. Moi, je pense que là, il faut quand même qu'on se replonge dans le contexte dans lequel on est. C'est quoi le contexte actuel? C'est quoi le contexte de système économique pourri qui est en train de se casser la figure? C'est que ces gros trusts, là j'ai mentionné que ceux du BTP par exemple, mais tous ces gros trusts, ils se prennent à la gorge les uns les autres pour essayer de s'arracher un marché, pour essayer de s'arracher un accès à des ressources. C'est la guerre entre eux. Ça, c'est pas nous qui le disons, hein. C'est eux-mêmes. Un grand patron de l'industrie, il avait d'ailleurs dit, à partir de maintenant, il faut aller manger dans la gamelle du voisin. Et bien cette guerre qui se mène, ils la font avec notre peau, parce qu'aujourd'hui, il faut toujours aggraver l'exploitation pour arriver à la mener. Mais demain, ils feront la guerre tout court. C'est quand même ça qui se trame. Aujourd'hui, vous avez des milliards qui sont mis dans l'armement. Aujourd'hui, vous avez le budget de l'armement qui est supérieur au budget de l'éducation nationale. Alors je vais vous dire, le futur qui est certain pour Rubanox, c'est d'être un hôpital de campagne. Le futur qui est certain pour Rubanox, c'est d'être une caserne. Et je dis pas ça pour faire un bon mot, c'est une réalité. L'État, il y réfléchit. L'État, en juillet 2025, il a envoyé une lettre à toutes les agences régionales de santé et il a dit pour mars 2026, vous faites un plan et vous me dites comment vous ferez pour gérer des hôpitaux de campagne avec des centaines de milliers de blessés en cas de guerre en Europe. Voilà, les grosses têtes de l'appareil d'État, c'est à ça qu'elles pensent en ce moment. Moi je pense qu'en face, les travailleurs de Chambéry et d'ailleurs, mais puisqu'on est à Chambéry, ceux de Chambéry, faut qu'on se mette à cette hauteur-là. Si eux, ils sont en train de plancher sur comment ils vont nous faire la peau, oui, nous, on ne va pas plancher sur est-ce qu'il faut une salle d'escalade ou est-ce qu'il faut un espace de coworking. Nous, on va plancher sur comment on va faire pour leur arracher les manettes et pour ne pas se retrouver à être de la chair à canon. Parce que cette future guerre qui nous prévoit, ils essayent déjà de nous mettre dans la tête que ça sera pour nous défendre. La propagande, elle est permanente. Les jeunes, ils ont de la propagande dans les collèges, dans les lycées, à la fac. Moi, il y a quelques semaines de ça, en achetant le pain à côté de chez moi, la baguette, elle était entourée d'un papier qui était une pub pour l'armée de terre, où avec un QR code, je pouvais me connecter et aller au centre de recrutement. C'est ça la réalité aujourd'hui. Alors oui, moi je voudrais que les jeunes, le futur, ça soit qu'ils aient un nouveau gymnase. Mais s'il y a un nouveau gymnase, ça sera pour les entraîner aux marches militaires. Et voilà, c'est à ça qu'il va falloir qu'on s'attaque et qu'on s'attaque fermement dans les semaines qui arrivent. Et nous, c'est ça qu'on entend bien faire entendre dans cette campagne. Et cette guerre qui vient, ça ne sera pas parce que la France, elle sera attaquée par je ne sais qui, je ne sais où, c'est parce que la bourgeoisie française, elle voudra mettre la main sur une part du gâteau. Et donc, ils vont nous entraîner là-dedans. Et si ce futur, on ne le veut pas, il va falloir qu'on s'organise entre nous. Et il va falloir qu'on leur arrache les manettes. Et ça commence par ne pas croire que des politiciens, que ça soit pour des projets Rubanox ou pour autre chose, ils vont venir nous sortir de là. Parce que tous, autant qu'ils sont, ils sont très respectueux de l'ordre capitaliste. Moi, j'ai entendu que là, tout le monde pensait au bien-être. Faudrait qu'on réfléchisse aux espaces verts, faudrait qu'on réfléchisse à comment passer des moments agréables dans cette ville. Mais ça, pour l'immense majorité des travailleurs, ça ne veut rien dire. C'est quoi passer des moments agréables quand de toute façon ta santé elle est bousillée au boulot? Quand tu n'as plus d'eau? Quand tu développes des cancers? Quand tu peux même pas te faire arrêter parce qu'à la Sécu, ils ont des consignes et ils foutent la pression aux médecins pour plus faire d'arrêt maladie. Oui, c'est sûr, ça serait sympa d'aller profiter du parc. Sauf qu'en réalité, cette société, elle nous bouffe. Alors si vraiment on se soucie du bien-être des travailleurs de cette ville, il faut commencer par la renverser, ce capitalisme. Sinon, c'est que du blabla. Et justement, nous, on pense que oui, le futur à plus long terme, ça serait un futur où c'est les travailleurs qui décident, où c'est ceux qui produisent toutes les richesses, où c'est ceux qui font fonctionner la société, qui seront aux manettes.
Et là, je peux vous dire que dans ces cas-là, effectivement, il y a tout qui changera. Parce qu'on n'en sera plus à opposer les budgets. On n'en sera plus à dire pourquoi on met des millions pour faire un espace culturel alors que ça manque pour plein d'autres choses. Moi, je suis d'accord sur ce constat. Ça manque pour rénover plein de logements, ça manque pour embaucher dans les écoles, ça manque pour l'hôpital. Mais en réalité, moi, j'ai pas envie de gérer la misère. Moi, j'ai pas envie de réfléchir dans le cadre du budget qui nous impose et qui est un budget toujours plus raboté parce que le pognon, il passe ailleurs. Alors oui, si on a les manettes de la société, là, on pourra tout faire. On pourra aussi bien faire des espaces pour tous que gérer tous ces aspects de la vie quotidienne. Mais pour ça, effectivement, ça passe par l'idée que dans ce système, on n'a pas d'avenir. Et que par contre, un avenir viable pour nous, c'est en devenant les dirigeants de la société. Et ça, c'est le sens de notre candidature dans ces élections. Question numéro 1, le non-bâti. Les espaces publics non bâtis constituent des lieux communs, ouverts et accessibles à tous. Ils favorisent les rencontres et les usages collectifs. Souhaitez-vous préserver et sacraliser l'ensemble des espaces actuellement libres sur le site ou envisagez-vous leur reconstruction? Comment imaginez-vous les espaces aux abords du site dans la ville? Alors, là, on en revient à l'une des choses que j'ai voulu vous montrer, voulu porter, mais je ne sais pas si j'ai été assez clair. Quand je souhaite effectivement un site qui soit ouvert, qui soit vivant, ça sous-entend qu'effectivement les espaces arborés, les espaces qui vont être ouverts à la famille, aux familles pour qu'elles puissent venir sur le site, pour moi c'est quelque chose qu'on doit conserver. Voilà, si on cherche à tout bétonner directement, alors qu'on a la chance d'avoir quelque chose qui puisse permettre un petit peu à la population de respirer, ça me paraît inadapté. Moi je serais effectivement pour cette orientation-là, directement. Donc sur la question sur le non-bâti, on l'a un petit peu évoqué. Vous l'aurez compris, Rubanox, c'est un bel exemple en fait, des tensions que vivent aujourd'hui les territoires sur les questions d'urbanisme, avec d'un côté, Gaël l'a évoqué, l'impératif de zéro artificialisation nette, quelque chose qu'on porte fortement, on a tout un volet sur l'agriculture aussi dans notre projet, donc on ne peut pas être contradictoire là-dessus, et qui entraîne derrière la question de la densification. Et en fait, la densification, c'est une source de tension. Donc, Daniel Boucher, élu de notre équipe, a fortement porté sur ce mandat la notion d'urbanisme négocié, d'atelier en fait avec les habitants, avec les promoteurs, et c'est ce qu'on peut envisager aussi sur un espace comme Rubanox, c'est-à-dire comment on travaille à la fois de la désimperméabilisation, du verdissement, comme on a pu le faire sur des cours d'école avec Lydie Mathéo, et en même temps faire aussi cet impératif de densification, y compris sur le logement que j'évoquais. Les espaces non bâtis constituent des lieux du commun ouverts et accessibles à tous. Ils favorisent les rencontres et les usages collectifs. Souhaitez-vous préserver ce qu'elle disait sur le site, envisagez-vous la reconstruction? Alors, sur la question des espaces non bâtis, effectivement, comme je le disais, merci. Comme je le disais, l'idée serait éventuellement de vraiment penser cet espace de manière paysagée pour justement essayer de préserver cet espace. Il y a des choses qui ont été faites déjà avec, par exemple en Allemagne, il y avait des hauts fourneaux, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom allemand, mais il y avait des grands hauts fourneaux et la population, les collectivités se demandaient que faire. Et en fait, ils ont laissé cet espace vivre, la végétation a commencé à reprendre le dessus et in fine, ils en ont fait un grand parc urbain, ils ont laissé les hauts fourneaux qui étaient couleur rouille, et finalement ils ont réussi à rendre paysager cet espace-là. Et donc moi je suis tout à fait favorable à garder cet esprit ultra-industriel et à laisser une forme de végétation anarchique pousser. Sur la question 1, alors évidemment, on va chercher à préserver le patrimoine, on déconstruit une halle, on va garder, il y a des éléments comme un transformateur, le château d'eau qui ont une portée architecturale intéressante et patrimoniale qui vont être conservés. Tout ce qui est arbres remarquables, la nature déjà présente sur le site va être favorisée. Néanmoins, voilà, il y a un projet de logement qui sera porté par la SEM Pixel Habitat qui va se déployer sur le site parce que le logement à Chambéry, c'est aussi une chose dont on a besoin. Il faut construire du logement. Sur le non-bâti, alors effectivement, c'est un vrai sujet. Alors, il y a une question qui a été peu abordée jusqu'à présent par mes prédécesseurs,
c'est la question du stationnement, quand même, hein, parce que c'est vrai que si ça devient un lieu attractif, etc., l'espace est déjà très occupé hein, par les bâtiments, etc. Donc cette question se posera. Alors je n'ai pas la réponse aujourd'hui, hein, mais il y aura cette question du stationnement qu'il faudra aborder. Et puis évidemment, la question des espaces verts, ça a déjà été dit, hein, mais il y a une carence d'espaces verts dans la zone de centralité de la ville. Et donc je pense que plus on pourra garder des espaces verts, plus ça sera intéressant. Je vous avouerai que quand on a travaillé avec mes collègues là sur le site, j'avais été un peu loin dans une réflexion, j'avais dit mais peut-être qu'il faudrait casser une halle et faire un grand parc urbain, voilà, en complément. Voilà, je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas c'est évident que la qualité des espaces extérieurs est extrêmement importante. Sur la question du non-bâti, ça rejoint un peu ce que je disais avant. C'est vrai que c'est bien de réfléchir à qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme espace vert. Là, tout de suite, maintenant, immédiatement, moi, il y a une question qui me vient quand même en tête, c'est et pour les entretenir, qui c'est qui va se taper le boulot? Est-ce qu'il y aura des recrutements massifs? Parce que déjà aujourd'hui, ça manque. Parce que déjà aujourd'hui, au centre technique municipal, il n'y a pas assez de travailleurs. Ni pour les espaces verts, ni pour ramasser les déchets, ni pour réaliser toutes les opérations qui sont indispensables, finalement, à la vie de la ville. Et ça, il n'y a aucune municipalité, qu'elle soit de droite ou de gauche, qui est allée à l'encontre de ça. Tous les politiciens, de toutes les façons, ils se mettent tous bien dans le cadre. Ah oui, mais il faut faire avec le budget qu'on nous a donné. Hein, on ne va surtout pas contester ça. Hein, on ne va pas remettre en cause l'ordre établi. Et puis du coup, exactement tous, ils foutent la pression pour que le boulot que doit être fait par les travailleurs de la ville, il soit toujours plus intense. Et ça, je peux vous dire que les travailleurs au CTM, ils n'ont pas d'illusion. Et que ça soit Repentin, qu'ils ont baptisé Redentin, ou d'autres, c'est la même chose pour eux, c'est toujours plus de boulot. Donc au final, voilà, les espaces verts, encore faudrait-il des gens pour s'en occuper. Et puis surtout, sacraliser les espaces, mais il n'y a rien de sacré. Là, ils vous font tous des promesses. Moi, si je suis maire, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais en remontrer, je vais décider face à des trusts qui pèsent des dizaines de milliards d'euros. Mais s'il y a des espaces verts qui sont préservés, c'est juste parce qu'il y a des promoteurs immobiliers qui vont pouvoir vendre plus cher les apparts autour. C'est tout. Et puis le jour où ils auront un autre projet, ils modifieront les clauses. Et puis ils vous construiront quelque chose. De toutes les façons, ils imposent leurs lois. Eux, ils n'en ont rien à faire de la légalité, des règles, de ceci, de cela. C'est un rouleau compresseur. Et ils sont prêts à tout pour ça. Et moi, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est se mettre en tête qu'il n'y aura pas de sauveur. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir préserver des espaces. Ça, il faudra qu'on l'arrache. Mais on sera capable de l'arracher. Nous, on sait qu'on est une force gigantesque. Que simplement, on n'en a pas conscience. Et que c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Parce qu'après tout, oui, pourquoi est-ce qu'on accepterait tout ça? Il n'y a pas de raison. On fait tourner la société, ça sera à nous de diriger et d'imposer ce qu'il nous faut. Et on pourra décider à ce moment-là, mais uniquement à ce moment-là. Question numéro 2. Le temporaire comme outil. Ces dernières années, les halles nord ont fait l'objet d'investissements importants. Dans l'attente d'un projet définitif, serait-il pertinent d'activer le site dès à présent pour des usages temporaires, plus réguliers ou ouverts à tous les chambériens? Quel type d'usage pourrait être envisagé et sous quelle forme? Le premier réflexe qui me vient, c'est la logique culturelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un site qui est gigantesque. On a un site qui est relativement à l'écart, qui a des sites sportifs autour directement, en contact. Et donc, si on veut avoir une activité bruyante en centre-ville, qui puisse accueillir beaucoup de monde, ça me paraît effectivement adapté à quelque chose qui puisse se porter. Voilà, on ne sort pas ça de nulle part, hein. Il semblerait que ça a déjà été pensé par des personnes par ici. Mais en dehors de ça, à partir du moment où on a un site industriel massif et qu'il y a des gens qui sont prêts à porter des projets, qui sont prêts à avoir des initiatives, pour moi, il est normal que la municipalité soit en soutien. Tout ce qui peut faire vivre la ville, tout ce qu'on peut avoir comme acteur associatif qui porte des idées, je ne vois pas pourquoi, en tant que municipalité, je m'y opposerai.
Au contraire, je pense qu'on est fort des différences et des différents acteurs en termes d'associations qui puissent porter des projets. Donc même au-delà de ce que je porte personnellement et de ce que j'aimerais bien voir sur le site, à partir du moment où il y a des initiatives pertinentes, pour moi elles sont les bienvenues. C'est dommage qu'on ait un site qui effectivement ne sert à rien et qui a malheureusement servi à rien pendant autant d'années. Le temporaire comme outil, alors c'est aussi un point important de notre programme de se laisser le droit à l'expérimentation, le droit à l'éphémère, et ça a toute sa place dans ces halles. Alors ça a été expérimenté pendant le mandat précédent, on a eu des rencontres sur la frugalité, des rencontres architecturales sur la frugalité. Il y a eu le salon Solucir dans la halle Fosseco qui préfigurait le pôle d'économie circulaire. C'était un salon de l'économie circulaire et c'est tout à fait le type d'événement qui serait intéressant de maintenir dans l'attente de la réalisation des travaux et de la transformation du site, puisque ça permet de voir, d'avoir un aperçu aussi de ce qui pourrait être demain. Donc oui, vraiment intéressant de pouvoir avoir le temporaire comme outil. Et c'est vrai que là, on en parle sur Rubanox, mais en fait, c'est une démarche qu'on peut aussi généraliser. Pour moi, ça connecte aussi à la question de la polyvalence des lieux, qui est quelque chose qu'on a, la modularité, qu'on a déjà essayé de travailler un petit peu sur ce mandat et sur lequel il y a un gros travail à faire à l'avenir. On pense par exemple aux écoles qui peuvent être aussi utilisées comme salles pour d'autres usages, les cours d'école pour faire des concerts. C'est que des choses où il y a eu des débuts de réflexion sur lesquels il faut avancer beaucoup plus. Et je prendrai alors je déporte un petit peu de Rubanox, mais si on prend aujourd'hui le projet qui a été conçu sur la maison des associations, c'est un peu ça l'idée aujourd'hui, avec une cantine associative dedans, des espaces qui commencent à être occupés avant même que les travaux soient faits. Et c'est, je pense, vraiment l'avenir de l'occupation des lieux publics, en fait, d'avoir cette vision beaucoup plus fluide qui intègre les acteurs associatifs, les usagers, les habitants dans des équipements mixtes. Ensuite, le temporaire comme outil. Ces dernières années, la LNR fait l'objet d'investissements importants. Dans l'attente d'un projet définitif, serait-il pertinent d'activer aussi dès à présent par des usages temporaires plus réguliers au gré de champs? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse aussi avoir des espaces interstitiels, c'est-à-dire des espaces dans lesquels la population prend vie et finalement on n'a pas forcément une destinée particulière. Alors il y a des choses qui ont été faites dans d'autres tiers-lieux. Par exemple, à Clermont-Ferrand, il y a une cité du mouvement, donc c'est tout en rapport avec Michelin, mais ils projetaient de faire les travaux sous 2028, et donc il y avait une halle qui était inutilisée, et là ils ont mis des espèces de gradins avec des espaces de consommation, restauration, et finalement les gens ont complètement pris possession de ce lieu, et de manière temporaire et éphémère, et donc ça peut tout à fait vivre comme ça, le temps d'avoir les investissements supplémentaires. Sur la question 2 et l'utilisation temporaire, c'est déjà en place et il a été demandé en fait dans l'AMI aux porteurs de travailler justement sur ces questions d'urbanisme transitoire et de se dire qu'on n'attend pas un projet fini pour que le lieu vive. Et on essaye déjà de préfigurer des usages et de faire venir les porteurs, même si les travaux sont en cours, mais essayer d'activer le lieu le plus rapidement possible et de ne pas attendre. Sur la temporalité, alors c'est évident que ce site a déjà un usage actuel. Donc si le projet se met en route, il faut effectivement, pendant la période de transition, continuer cet usage temporaire avec tous les usages qui sont actuels et ceux qu'on pourrait imaginer d'autres, s'il y avait d'autres besoins, parce qu'on imagine difficilement transformer tout le site en une seule fois. Il y aura forcément un phasage. Donc pendant cette période de transition, évidemment qu'il faut garder cet espace transitoire. Et le temporaire, évidemment, c'est aussi laisser aux Chambériennes, aux Chambériens, aux habitants du quartier de s'approprier cet espace en attendant. Ça, on a pensé aussi, évidemment, que ce soit un lieu culturel. Il y a des compagnies de théâtre à Chambéry qui manquent de salles, qui manquent d'espace pour leurs représentations, leurs essais, etc. Donc, évidemment, s'approprier ces lieux pour la culture.
des expos, etc. Ça, c'est évident qu'il faut les utiliser puisqu'il y a déjà eu en plus des investissements qui ont été réalisés dans une des halles. Voilà, donc on va conclure là-dessus. Merci aux organisateurs. C'est déjà un moyen, en quelque sorte, de contribuer au débat, mais il va falloir que ce débat, il soit, alors pour reprendre une diapositive sur Rubanox, un site XXL, il va falloir que le débat, il soit vraiment XXL, parce que là, pour le moment, il est vraiment XXS. Après, sur la question numéro 2, sur le temporaire comme outil, alors je trouve ça bien que ça ait été rappelé que la Halle Nord a fait l'objet d'investissements importants, puisque ça rejoint ce que je disais au départ. Oui, il y a déjà plein de pognon qui est parti, et alors que ça aurait pu tout à fait être payé par d'autres, et que c'est quand même ça, les collectivités, c'est ce que je développais, c'est les vaches à lait des capitalistes, et que c'est quand même ça qu'il faut absolument contester. Après, effectivement, qu'est-ce qui serait possible comme utilisation temporaire? Moi, je pense qu'il faut que les travailleurs ils aient des lieux où se réunir pour qu'ils puissent s'organiser. Parce que les capitalistes, parce que les dirigeants, parce que même les notables, ouais, ils ont leurs espaces. Eux, ils ont de la place parce qu'ils ont du fric. Nous, en face, il faudra qu'on arrache des espaces. Des espaces qu'on s'appropriera pour qu'on puisse discuter entre nous, pour qu'on puisse organiser, pour que même le contrôle dont je parlais, on puisse en discuter tranquillement entre nous. Et ça, je pense que ça serait une manière d'occuper cette halle où il y a des milliers d'ouvriers qui ont sué pour rapporter du fric à Péchinet, ça serait une seule utilisation qui serait vraiment bien pour les travailleurs. Question numéro 3. La place de l'industrie dans la ville. Les halles, ancienne usine au cœur de la ville, pourraient-elles accueillir de nouveau des activités productives et industrielles? Est-il souhaitable de réintroduire de la production au centre-ville? Comment articuler les lieux de production et de divertissement pour préserver une mixité urbaine et limiter la gentrification ainsi que l'étalement urbain? Ça pose beaucoup de questions. Ça a posé effectivement la question de l'industrie qui reste pour moi une partie extrêmement importante. On était sur des logiques d'économie sociale et solidaire de réemploi. On est sur des logiques industrielles en réalité. On est sur des logiques qui peuvent monter énormément en puissance directement sur des logiques de réemploi. La question, ça va être une logique de nuisance. Est-ce qu'en termes de pollution, est-ce qu'en termes de bruit, c'est quelque chose qui va être compatible avec du centre-ville? Pour moi, c'est beaucoup plus là où se pose la question directement que purement une logique industrielle. À partir du moment où on a des sites industriels qui ne vont pas avoir des logiques polluantes, qui ne vont pas avoir des logiques de nuisance importantes autour d'eux, pour moi, ils ont tout à fait leur place au centre-ville. Ça permettrait aux gens de pouvoir y aller plus facilement. Et tant qu'on n'est pas sur non plus des logiques de transport qui posent souci, quelque chose qu'il ne faut pas oublier sur les problèmes industriels, c'est effectivement si le plan de transport permet une installation industrielle, moi c'est quelque chose qui pour moi est envisageable. Voilà. Mais il y a ces garde-fous à ne surtout pas oublier, parce que si on se retrouve avec une usine extrêmement bruyante ou polluante en plein cœur du centre-ville, quelque chose me dit que les Chambériens ne vont pas vraiment être d'accord. En dehors de ça, l'industrie et ce que ça porte, pour moi, est un moteur de l'emploi qui est intéressant, à partir du moment où on arrive à l'articuler avec nos impératifs écologiques. Donc, tout ce qui est effectivement de l'économie solidaire, du réemploi, vous êtes les bienvenus. Si c'est de la création pure, si ce n'est pas polluant en centre-ville, vous êtes aussi les bienvenus. Pour le reste, sinon effectivement, on va avoir des problèmes d'étalement urbain, on va avoir des problèmes sur la zéro artificialisation nette, on va avoir tout un tas de soucis qui rentrent en ligne de compte. Mais sur des friches industrielles qui pour moi sont en centre-ville, il faut effectivement les préserver et les penser avant tout pour une utilisation massive en fait, des Chambériens et des Chambériennes en tant que lieu de vie. Question, pas la plus simple. La place de l'industrie dans la ville et la question de réintroduire la production en centre-ville. Alors, ce qui me vient en tête, c'est la production, c'est pas forcément l'industrie lourde. On a pas mal parlé d'économie circulaire, mais toutes ces logiques aussi d'artisanat, de réparation qui permettent de créer des objets de seconde main. On a la chance d'avoir une matériothèque sur le territoire et on manque un peu de surface pour justement retravailler ces matériaux, pour leur redonner une seconde vie.
vous l'aurez compris, hein, l'économie circulaire est pour nous hyper importante, mais voilà, on peut se dire qu'aujourd'hui, l'économie linéaire, c'est un modèle complètement dépassé. On ne peut pas maintenir notre fonctionnement avec cette économie qui va droit dans le mur. Donc on a besoin vraiment de venir mettre cette économie circulaire partout, et y compris dans nos logiques de production, dans nos lieux de production. Donc oui, on en a besoin en centre-ville. Place de l'industrie dans la ville. Alors, c'est compliqué cette question parce que c'est à la fois une dynamique internationale et en même temps, on peut quand même faire des choses au niveau local. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a une question de fond, c'est de savoir si l'économie sociale et solidaire est de l'industrie productive. C'est une question dont on pourrait débattre, mais finalement, si on veut de vrais espaces industriels en ville, la question de fond, c'est celle du foncier, en fait. C'est pourquoi le foncier a disparu, parce que pression foncière, donc les usines se délocalisent, etc. Ce qui avait été fait à Bordeaux, c'était qu'il faisait une décote complète sur le foncier, c'est-à-dire qu'en gros, pour tout ce qui était industrie et usine en ville, le prix du marché était à 80 €, et puis 80 € le mètre carré, et vous le vendez 20 € le mètre carré. C'était une politique assumée de remise en place de l'industrie sur la ville. Et puis après, bon, vous pouvez, comme ce qui a été fait, je crois ce qui est prévu de faire sur le bail à construire, de décorréler le bâti du foncier, ce qui vous permet effectivement d'alléger le coût pour celui qui s'installe. Et puis voilà, et puis simplement, effectivement, ces espaces, il faut qu'on réfléchisse bien à ces espaces et à les préserver, parce que il y avait un bouquin qui s'appelait Droit dans la ville, c'était Henri Lefebvre, et qui avait expliqué au début de l'ère industrielle, c'était le concept d'implosion-explosion, c'est-à-dire il y a l'exode rural, c'était l'implosion totale, concentration sururbaine, et explosion, extension, parce que du coup tout le monde en a marre, donc tout le monde fait d'étalement urbain parce qu'il y a trop de concentration urbaine. Je crois que ces espaces-là, les espaces qui sont des espaces comme Rubanox, sont des espaces justement d'équilibre, dans lesquels on peut investir les choses et travailler les choses de manière sérieuse sur la halle sud, et en même temps laisser aux habitants ces espaces qui peuvent être réappropriés par eux-mêmes. Voilà, donc faisons preuve à la fois d'audace, à la fois de cohérence par rapport à la complémentarité avec l'ensemble du secteur, et n'ayons pas peur de ne pas forcément être dans le sens de l'histoire, mais d'innover. Voilà, merci beaucoup. Sur la place de l'industrie dans la ville. Alors précisément sur Rubanox, on a eu pas mal de porteurs, d'entreprises industrielles qui voulaient reprendre l'entièreté du site pour en faire une usine, parce qu'ils trouvaient ça intéressant, surtout en cœur de ville. On n'a pas fait ce choix-là de retenir ce type dans la pré-programmation, on n'a pas fait le choix de retenir l'industrie. Néanmoins, le pôle d'économie circulaire, c'est une forme d'industrie, d'économie, qui peut être intéressante à valoriser. Typiquement, dans la halle Fosseco, il y a eu, j'y pense, il y a eu un salon Oser l'industrie, donc ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être un lieu où on réfléchit, où on pense à l'industrie, où l'industrie se réinvente dans ces lieux-là. Voilà, j'ai terminé. Alors la place de l'industrie dans la ville. Alors nous, on est persuadés que ce lieu doit rester un espace de production. Alors on parlait effectivement de production artistique, de production artisanale, d'espaces d'innovation, d'entreprises innovantes, etc. Ça, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Alors de l'industrie à proprement parler, alors d'abord, il y a un contexte qui fait qu'aujourd'hui, dans notre pays, on est plutôt en phase de désindustrialisation que d'industrialisation. Un site en plein centre-ville comme ça, je crois que c'était le premier intervenant, évoquait effectivement les questions de transit, de trafic, etc. Moi, ça ne me paraît pas forcément adapté de faire de l'industrie, voilà, dans un espace dans cette localisation. Directement à la troisième question.
Déjà, avant de réintroduire la production industrielle, encore faudrait-il effectivement empêcher la production industrielle de quitter donc la ville, comme ça a été le cas ces dernières années, ces dernières décennies. Et de ce point de vue-là, le bilan de toutes les mandatures précédentes n'est pas très glorieux. Donc effectivement, il y a des choix à faire, mais ces choix ils doivent être éclairés et doivent faire l'objet d'un vrai débat démocratique, ce qui n'a pas été du tout le cas jusqu'à maintenant. Et aussi rappeler qu'autour, il y a aussi plein d'espaces qui sont aujourd'hui en pleine mutation aussi. Hein. On a l'espace du quartier de Montget, où il y a des projets qui sont en cours et dont nous, on voudrait poser un moratoire aussi là-dessus. Et penser aussi donc Rubanox avec le secteur de Montget, le secteur du Covet, où là il y a aussi une bétonisation intense qui s'est produite ces dernières années, où par exemple les jeunes n'ont plus de terrain pour faire du sport, il n'y a plus de terrain de foot, et il y a des adolescents qui sont laissés dans le quartier du Covet, livrés à eux-mêmes, ils n'ont plus d'activité, il n'y a plus d'aire de jeu, il n'y a plus rien du tout dans ces quartiers-là. Vétrotex, qu'on nous a dit donc un superbe éco-quartier, bon, moi je n'ai pas vu d'espace vert beaucoup dans ce quartier-là, donc oui, là aussi, les espaces publics non bâtis, pour répondre à la première question, ce sont des lieux du commun, ce sont des lieux où on doit se retrouver aussi, et on a besoin de respirer dans cette ville aussi. Donc évidemment que la transition écologique, l'argument écologique, il est aussi au cœur de notre projet, et on doit laisser aussi des espaces de réflexion aux habitants, aux populations qui habitent ces quartiers, pour les approprier, ces espaces. À propos de bétonisation, on peut rappeler quand même un épisode qui est douloureux pour la ville de Chambéry, c'est le quartier de la Cassine. Je veux dire, qu'est-ce qui a été fait sur le quartier de la Cassine, malgré les luttes qui ont été menées dans le quartier de la Cassine sur la préservation des jardins ouvriers, par exemple, qui étaient quand même des lieux justement du commun dont on parle à propos des espaces non bâtis. C'est la construction de bureaux, de centaines de mètres carrés de bureaux, de milliers de mètres carrés de bureaux. On se demande d'ailleurs qui va travailler dans ces bureaux, parce que je veux dire, ils en construisent dans tous les sens, des bureaux, mais finalement, est-ce que c'est vraiment les besoins dont on avait besoin sur la ville de Chambéry? Donc tout ça autour d'aménagement donc sur le pôle de transport autour de la gare de Chambéry. Bref, là encore, où ont été les débats avant que ne soient prises les décisions concernant ces aménagements qui pourtant impactent évidemment la ville de Chambéry, l'agglomération au-delà, de manière massive. Et puis bon, la place de l'industrie dans la ville. Comment vous dire? C'est la même question, c'est qui décide? Là, on nous fait croire que c'est le maire, la mairie, l'agglomération qui va décider de est-ce qu'il y aura des usines ou pas des usines. Ça, c'est complètement faux, c'est la loi du marché qui décide. C'est les capitalistes qui décident. D'ailleurs, en ce moment, ils décident quoi? Ils décident de fermer plein d'usines parce que c'est comme ça qu'ils se font du pognon. Mais demain, et puis demain sûrement très très rapidement, il y a sûrement des industries qui vont vouloir s'installer. L'industrie d'armement, par exemple. Les usines d'armement dans d'autres villes, aujourd'hui, elles sont à la recherche de terrain, elles s'agrandissent. Parce que c'est ça qu'ils produisent, parce que c'est ça où ils embauchent. Et que ça va se multiplier, que ça va s'accélérer. Et c'est quand même ça la question que ça nous pose. L'industrie, qui décide ce qu'on produit, à quoi ça sert et pourquoi on le produit? C'est des bandes de gros patrons, d'actionnaires qui sont prêts à tout détruire pour accumuler leurs prochains millions et qui nous font la peau pour ça. On n'a pas de raison à se résigner à ça. En fait, ils sont incapables de faire quoi que ce soit, ces gens-là, sans nous. S'ils sont incapables de faire quoi que ce soit, c'est à nous, en face, de reprendre les manettes et de décider. Et de décider qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit. Mais ça passera pas par des élections municipales. Ça, quelle que soit l'équipe, quelle que soit la couleur politique, quel que sera le prochain qui occupera la place de maire, ça changera pas. Parce que les décisions, elles se prennent dans les conseils d'administration des grosses boîtes. Et c'est là où il faudra qu'on impose notre contrôle. C'est là où il y a le pognon, c'est là où les décisions, elles sont prises, c'est là où ça se passe. Et en réalité, ça voudra dire aussi s'organiser et surtout pas respecter les règles de la légalité bourgeoise. Parce que ces règles-là, celles qu'on nous impose au quotidien, elles nous font la peau. Aujourd'hui, ces règles-là, elles trouvent que c'est légal de licencier, de fermer des usines.
parce que dans le respect de la propriété privée, eh ben, on fait ce qu'on veut, les capitalistes avec les moyens qu'ils ont. Ben, nous, en face, on imposera d'autres règles, et des règles où ça sera enfin vivable dans la ville, pas que à Chambéry, parce qu'en réalité, tous ces problèmes-là, vous voyez bien avec tout ce que j'ai développé, ben, ils ne se limitent pas à l'échelle de la ville. C'est quand même complètement fou de croire qu'on va pouvoir faire une petite bulle de bien-être à Chambéry, alors que le monde entier, il est déjà relié, que les enjeux, ils sont à l'échelle mondiale, et que les problèmes, ils se posent à cette échelle-là. Bon, mais ce qui tombe bien, c'est que n'importe quelle échelle à laquelle on pose les problèmes, ben, il y a des travailleurs, et que ce qui compte, c'est qu'on s'unisse et qu'on ne se laisse pas diviser.